Bonjour amis d'Histoire Antique. Il y a un moment, faut prendre son courage à deux mains. Je vais répondre sans polémique gratuite et avec une certaine modération aux remarques récurrentes de la part de certains Albanais ou de personnes, je suppose, d'origine albanaise dans les commentaires de mes vidéos. Notamment au sujet des Illyriens, des Épirotes et des Macédoniens de l'Antiquité. Oui, parce qu'on peut lire, alors je vous livre ça en vrac, que les Albanais sont les descendants directs des Illyriens, donc qui seraient des Pélages, c'est-à-dire un peuple indigène, on dirait, de Grèce non indo-européen, que l'albanais est l'une des plus anciennes langues d'Europe, que la majorité des noms de la mythologie grecque sont explicables par la langue albanaise et non pas par le grec, et que finalement, les Albanais sont là depuis des millénaires et sont donc antérieurs aux Grecs. Alors à voir aussi pour couronner le tout que le problème des relations avec la Serbie vient se greffer là-dessus. Alors par charité, je vais vous épargner les théories du style les Étrusques sont des Noirs africains et les Pélages des Berbères. Donc pour revenir à l'Albanie, certes son histoire ne fut pas un long fleuve tranquille, le pays fut pendant des siècles pris en étau entre le monde grec, le monde ottoman et le monde slave, et donc je comprends et respecte leur angoisse existentielle. Alors pour rappel, je ne suis pas grec et je ne suis pas payé par le gouvernement grec pour mentir, parce qu'en fait oui, je suis un féru d'histoire, prof à mes heures perdues, et qui est fasciné par les origines des peuples antiques, mais avec, je l'espère, une certaine objectivité. Alors concernant les sources de cette vidéo, j'ai utilisé notamment la page Wikipédia Protochronisme, qui est assez bien sourcée, c'est bien tourné, ainsi que différentes pages concernant les Illyriens, sachant que j'ai refondu dernièrement quasiment complètement l'article sur les Illyriens, donc en parallèle de ma vidéo à ce sujet. Et j'ai également utilisé un article rédigé par des linguistes pour critiquer cette mode de la linguistique fantasmée. Donc tous les liens en description. Alors voyons au premier thème la question et la définition du protochronisme. Donc le protochronisme, littéralement on va dire du premier temps, est une tendance moderne du nationalisme culturel qui consiste à postuler qu'un peuple possède des racines remontant à l'Antiquité ou à la préhistoire et a connu un développement propre, séparé des peuples voisins. Donc c'est un courant pseudo-historique très répandu, notamment en Europe balkanique, mais pas que, mais je parlais essentiellement de cette région, dans les pays anciennement communistes, dont les régimes promurent ce courant, dans une espèce de volonté isolationniste, comme ce fut le cas en Albanie, sous la férule du dictateur Enver Hoxha, désolé si je prononce mal l'albanais, veuillez m'en excuser, et donc qui dirigea d'une main de fer l'Albanie de 1945 à 1985, pour faire de son pays l'un des plus fermés d'Europe à l'époque. Et donc Hoxha soutenait la théorie qui affirmait que les Albanais descendent directement des Illyriens antiques et que ces derniers étaient liés aux Étrusques et aux Pélages, oui, rien que ça. Alors pourtant, la grande majorité des chercheurs estiment que les Albanais auraient en fait des origines multiples et que leur langue ne descend pas directement de l'Illyrien. Alors certes, elle lui est apparentée sous certains aspects, mais on verra qu'il y a aussi d'autres origines. Alors en fait, beaucoup de chercheurs albanais protochronistes, j'ai notamment remarqué l'œuvre d'une chercheuse, d'une historienne, affirment que le peuple albanais en fait descend d'une tribu illyrienne appelée les Albani, et qui est donc mentionnée par le géographe Claude Ptolémée. Et donc selon eux, ces Illyriens étaient issus des Pélages et vivaient déjà dans l'Albanie actuelle des milliers d'années avant notre ère. Donc le protochronisme vise généralement à démontrer que les ancêtres réels ou revendiqués des habitants de ces pays seraient non seulement les ancêtres directs et exclusifs des populations actuelles, mais qu'ils existaient avant tous les autres peuples de l'Antiquité, donc y compris en Europe avant les Grecs et les Romains. Et il faut même remonter leurs origines à des populations préhistoriques non indo-européennes.
Et l'idée aussi, c'est qu'ils auraient disposé de civilisations très avancées, mais que tout ceci serait caché par l'historiographie officielle. On va appeler ça le complot du silence, oui. Alors pour revenir au proto-chronisme albanais, donc l'idée que les Albanais seraient les descendants directs des Illyriens repose sur plusieurs éléments. Alors tout d'abord, certes, la présence des Illyriens dans les Balkans est bien établie, on va dire en gros le 12e millénaire avant notre ère, et de plus la langue albanaise, donc une langue indo-européenne mais qui est, on va dire, un isolat, présente des similitudes avec l'ancien illyrien, bien que les preuves linguistiques soient largement sujettes à interprétation. Alors j'aborderai les questions linguistiques dans une autre partie. Alors en outre, certains éléments de la culture albanaise contemporaine, tels que les traditions folkloriques, les danses, la musique, la cuisine, et même certaines pratiques sociales, sont parfois interprétés comme des vestiges de l'ancienne culture illyrienne. Je pense notamment à la tradition de la vendetta. Alors cependant, la plupart des historiens modernes remettent en question ce lien direct, arguant que la continuité ethnique sur une période aussi longue est très difficile à prouver. Et malgré toutes les controverses qui entourent ces théories, elles continuent de jouer un rôle important dans la construction de l'identité nationale albanaise. Alors à voir que cette mode de la linguistique fantaisiste ne se limite pas à l'Albanie. Alors en vrac, on peut aussi entendre que les ancêtres des Slovènes parlaient en fait la langue vénète, et qui serait la même que celle des Étrusques et des Basques. On peut lire aussi que les ancêtres des Serbes parlaient la langue illyrienne, donc il y a une concurrence avec les Albanais. Et selon ces proto-chronistes serbes, cette langue en fait serait aussi la même que celle des Étrusques et des Basques. Alors on peut lire aussi chez certains que les ancêtres des Ukrainiens parlaient une langue qui donna naissance au sanskrit, mais aussi à l'étrusque. On peut lire aussi, avec tous les enjeux évidemment du moment, que les Ukrainiens sont les seuls vrais Slaves et que les Russes ne sont qu'un conglomérat de Tatars et de Finno-Ougriens. On saisit évidemment tous les enjeux politiques de telles théories. Alors, les auteurs de ces théories peuvent être des savants amateurs, plus ou moins illuminés, mais aussi des universitaires connaissant des succès de librairie, mais tous sont évidemment au service d'un projet politique. Alors en fait, ces personnes sont obsédées par une sorte de complot du silence, qu'on pourrait résumer comme ça. Les Grecs veulent gommer leurs origines albanaises. Et donc, ils propagent des mythes identitaires linguistiques en les présentant comme des découvertes scientifiques attestées. Alors, c'est amusant quand même de remarquer la similitude entre les thèses apportées, comme on vient de voir à propos des Illyriens, par ces chercheurs ou pseudo-chercheurs, alors qu'en fait, ils détestent leurs voisins. En fait, ils montrent tous le même besoin d'être reconnus et respectés, mais ils disent tous la même chose, on était là avant. Alors, voyons en thème numéro 2, la question donc des pélages. Alors je ferai relativement court là-dessus, j'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo complète sur ces pélages, puisqu'en fait une théorie très en vogue assimile les Illyriens et donc les Albanais aux pélages. Donc en fait Pélage est le nom donné par les anciens Grecs, notamment Homère et Hérodote, aux premiers habitants de la Grèce avant l'arrivée donc des Achéens, donc un peuple hellénique de langue indo-européenne, qui, selon une tradition historique, peupla la Grèce, donc depuis les Balkans, à partir de 1700 avant notre ère, donc les Achéens qu'on assimile bien sûr aux Mycéniens. Alors, je vais éviter de vous montrer des cartes disponibles sur Internet à propos donc, de ces migrations des proto-grecs, que ce soit celles d'ailleurs des Achéens ou plus tard des Ioniens, des Éoliens ou des Doriens, car en fait beaucoup de ces cartes comportent une large part d'interprétation un petit peu vieille école, et repose sur les dires d'historiens antiques sans aucune preuve archéologique formelle. Je vous envoie là aussi une vidéo que j'ai pu faire sur les Doriens et la fameuse et controversée invasion dorienne. Donc bref, en tout cas, donc l'arrivée de ces proto-grecs est en fait d'ailleurs de plus en plus reculée dans le temps, puisqu'en fait certains chercheurs proposent une période située entre la fin du bronze ancien et le début du bronze moyen, donc autour de 2300-2100, et d'autres penchent même pour le début du bronze ancien vers 3200. Alors quoi qu'il en soit, la vision simpliste tirée d'Hérodote de ces migrations est de plus en plus remise en cause. En fait, ces classements, on va dire, de différents peuples reposent sur les dialectes du grec.
Alors, l'origine et l'identité des Pélages, donc qui occupent la Grèce continentale depuis le néolithique, demeurent un mystère, et c'est encore l'objet de vastes débats. Mais des études récentes en paléogénétique montrent que les populations de Grèce continentale à l'âge du bronze moyen contiennent déjà à partir de 2300 une part assez importante de gènes issus d'un peuple provenant des steppes pontiques, ce qui fait des Pélages de cette époque des proto-indo-européens. Alors à voir que les Pélages auraient commencé à être dispersés avec l'arrivée des premiers peuples helléniques, dont les Achéens, et Hérodote évoque leur langue barbare aux yeux des Grecs et le fait qu'ils subsistaient encore dans quelques poches au 5e siècle avant notre ère, notamment en Italie du Sud, et dans l'Hellespont, notamment à Lemnos. Il faut aussi remarquer que les Pélages ne font pas partie des peuples de la mer, qui jouèrent un rôle important dans les bouleversements politiques de la fin de l'âge du bronze, aux alentours du XIIe siècle. Et en fait, il faut être clair, c'est qu'aux yeux de nombreux historiens, Pélage en fait est un terme générique qui désigne toutes les populations pré-helléniques, quelles que soient leurs origines ou leur langue, sachant qu'en fait la plupart, je parle des temps proto-historiques, venaient d'Anatolie. D'ailleurs, les historiens et archéologues préfèrent maintenant employer le terme d'helladique pour qualifier les cultures de la Grèce continentale à l'âge du bronze, donc terme qui est créé comme le pendant des termes cycladiques, désignant la culture des Cyclades, et les termes minoens désignant la civilisation de l'âge du bronze en Crète. Alors, certains historiens estiment même que les Pélages n'ont en fait pas existé en tant que groupe ethnique distinct, et mettent en avant l'absence totale de preuves historiques ou archéologiques pour étayer leur existence. Donc, bien voir aussi que les informations disponibles à leur sujet sont très fragmentaires et souvent basées sur des récits légendaires ou des traditions orales. Et donc, comme souvent pour les débuts de l'histoire grecque, il est très difficile de démêler la mythologie des faits historiques. En plus, comme on l'a vu, la plupart de ces informations proviennent d'auteurs très postérieurs, comme Homère, Hérodote ou Thucydide, qui écrivent donc des siècles après. Alors, certains historiens, pour conclure là-dessus, considèrent que les Pélages sont en fait une construction historique incertaine, plutôt qu'un groupe ethnique réel et homogène. Et il ne s'agit pas donc d'un groupe spécifique identifiable. D'ailleurs, pour information, le terme de Pélage n'est mentionné qu'une seule fois dans la page Wikipédia de la Grèce antique, donc qui est extrêmement complète, auquel j'ai participé un petit peu pour certaines sections, mais qui a été en grande partie rédigée assez récemment par un professeur d'université dont les contributions sont très complètes et très très bien sourcées sur Wikipédia. C'est vraiment du très haut niveau. Il s'appuie sur des ressources universitaires de haute volée, et il y a une seule mention de Pélage, et comme pour dire que c'est un terme, on va dire, qui prête à caution. Donc déjà, ça démonte un petit peu toutes ces théories proto-chronistes, sachant que Pélage, en fait, si ça tombe, c'est pas un peuple, quoi. Alors, à voir aussi qu'il y a d'autres historiens plus ou moins amateurs, à tendance révisionniste, qui estiment que les Pélages sont en fait des Berbères venus de Libye occidentale. Et il y a aussi des chercheurs afrocentristes qui affirment, sans autre forme de preuve que leur intuition, que les Pélages étaient noirs de peau. Donc l'histoire de la haute antiquité est un domaine assez complexe, et il convient de s'appuyer sur des preuves solides, notamment archéologiques, et des méthodes historiques rigoureuses pour comprendre ces périodes. Alors voyons en thème numéro 3 la réponse historique à la question albanaise. Ça peut être intéressant de revenir d'ailleurs sur l'histoire de l'Albanie, qui est relativement peu traitée en général sur YouTube. Donc bien voir que les origines des Albanais et de leur langue restent assez méconnues. Il y a très peu de sources historiques donnant des indications sur la composition ethnique et linguistique de cette région pendant la transition de l'Antiquité à l'époque médiévale. Et donc en fait, les Albanais sont mentionnés en tant que tels pour la première fois assez tardivement dans des archives byzantines au XIe siècle. Et donc le premier document écrit survivant de leur langue date, lui, de 1462. Alors, il y a aussi beaucoup qui disent que l'ethnonyme illyrien vient de l'albanais illyr, qui signifie libre. Alors, rappelons à toutes fins utiles que les historiens estiment qu'en fait illyrien
pourrait être le nom d'une tribu spécifique qui fut parmi les premières à rencontrer les Grecs à l'âge du bronze, et qu'ensuite les Grecs auraient appliqué ce terme à toutes les peuplades ayant une langue et des coutumes similaires. Même chose pour les Celtes ou les Scythes, qui étaient un agrégat de tribus, avec certes des points communs linguistiques et culturels. Et d'ailleurs, tous ces peuples, que ce soit les Celtes, les Scythes ou les Illyriens, ne s'appelaient pas par ces termes-là. Ça clôt aussi définitivement le débat. Ils s'appelaient par leur nom de tribu. On peut en trouver des dizaines, voire des centaines. Donc il n'y avait pas un terme global pour les définir. Alors, certes, l'Albanie correspond, grosso modo, au sud du territoire des Illyriens antiques. Et aussi une grande partie du territoire de l'antique Épire, donc une région qui fut peuplée en grande partie par des Grecs durant l'Antiquité. Je pense en tout cas à partir de l'âge du bronze. Aux grandes dames de certains Albanais, qui estiment que l'Épire, ou en tout cas les Épirotes, sont des Illyriens et donc des Albanais. Alors rappelons déjà que l'Épire tient son nom du grec éperos, qui signifie continent ou terre ferme, sachant que c'était une région montagneuse, et que l'épirote est un dialecte grec proche du dorien, comme l'ancien macédonien d'ailleurs. Et donc le peuplement par les Hellènes commença dès le 2e millénaire avant notre ère, et il existait d'ailleurs en Épire un célèbre oracle de Zeus, donc considéré comme l'un des plus anciens sanctuaires du monde grec. Puis à l'époque archaïque, les Corinthiens fondèrent des colonies donc à Corcyre, l'actuelle île de Corfou, donc au large de l'Épire, et à Ambracie, l'actuelle Arta. Donc finalement, 14 tribus grecques ou ethnées dominaient le territoire épirote durant les époques classiques et hellénistiques, donc principalement les Chaoniens, les Thesprotes et surtout les Molosses, qui donnèrent donc leur nom aux chiens, et qui donnèrent aussi la mer d'Alexandre le Grand. Alors, certes, aux époques classiques hellénistiques, des tribus illyriennes firent des incursions dans l'Épire et finirent par occuper les régions côtières, ainsi que la partie nord de l'Épire. Mais aucunement, ça fait des Épirotes des Illyriens. En voyons en thème numéro 4, les aspects linguistiques en Albanie. Donc, les linguistes considèrent l'albanais comme une langue indo-européenne isolée, donc qui forme un groupe de langues à lui seul, comme d'ailleurs le grec, qui, comme le grec également, emprunte un certain nombre de termes aux populations pré-indo-européennes. Donc l'albanais comprend des éléments issus certes de l'illyrien, mais aussi du thrace. Et donc ces deux langues antiques sont mortes et très peu documentées, ce qui ne permet pas de déterminer précisément la position de l'albanais dans l'ensemble. Mais comme l'illyriens appartiennent au même groupe de langues que l'albanais, les chercheurs protoconistes en déduisent que l'albanais descend directement et exclusivement de l'illyrien. Et donc ce rapprochement entre l'illyrien et l'albanais fut opéré au début du XVIIIe siècle par le grand savant Leibniz, qui appelait l'albanais la langue des anciens illyriens. Mais enfin, Leibniz a le droit de se tromper, surtout à l'époque où la linguistique n'en était qu'à ses balbutiements. Alors, en effet, parce que la plupart donc, des linguistes modernes ne souscrivent pas à cette thèse d'unification directe, même si, on l'a vu, l'albanais possède une parenté avec l'illyrien, comme le montrent notamment les anthroponymes. Alors, l'argument principal en faveur de cette thèse, donc de la filiation directe, qui était officielle durant la période communiste, est en fait d'abord géographique, car les zones où est parlé l'albanais actuellement correspondent à l'extrémité orientale du territoire des Illyriens. Alors, consécration ultime pour les protoconistes albanais, une étude du New York Times datée de 2012, oui, le New York Times, qui est bien connu pour être une référence historique, classa l'albanais comme l'une des plus anciennes langues d'Europe, qui serait apparue au même moment que le grec et l'arménien. Mais enfin, on peut considérer, au regard de ce qu'on vient de dire, que c'est une erreur. Car en fait, la parenté entre l'albanais moderne et l'illyrien n'est contestée par personne, mais l'évolution en ligne directe est tout à fait contestable, puisqu'en fait les langues illyriennes auraient en fait disparu au plus tard au VIe siècle de notre ère, sachant que la romanisation de l'Illyrie était complète à la fin du IVe siècle. Et donc dans le cas de la langue albanaise, un intermédiaire romain paraît inévitable, puisque les Illyriens étaient déjà, en tant que peuple à part entière, éteint au XIIe siècle. En tout cas, ils s'étaient largement mélangés avec des Grecs et des Romains. Alors, on remarque aussi d'ailleurs des liens, des points communs avec le roman oriental balkanique
et les langues romanes orientales comme le roumain. Alors, à voir aussi que, pour clore le débat une bonne fois pour toutes, que les ancêtres des Albanais avaient aussi une composante thrace importante et vivaient au départ plus à l'est qu'aujourd'hui, dans les actuelles Macédoine du Nord et Serbie, au contact donc des aires linguistiques illyriennes et thraces. Ensuite, il faut noter que des locuteurs de langue slave, donc en plus des locuteurs des langues grecques et latines, habitèrent dans ce qui est aujourd'hui le sud de l'Albanie, donc à partir du 8e siècle, comme le montre la fréquence des toponymes slaves. Puis au début du Moyen-Âge, les populations médiévales urbanisées du nord-ouest de l'Albanie, donc désignées par les historiens sous le nom de Romani, commencèrent à parler une variante du latin vulgaire, connue sous le nom de roman des Balkans occidentaux, qui a persisté au moins jusqu'au XIIIe siècle. À voir que la situation démographique et linguistique de l'intérieur montagneux de l'Albanie demeure pour cette époque inconnue. Et donc, comme dit précédemment, la première mention historique du peuple albanais date du XIe siècle, et le premier document écrit dans leur langue date, lui, de 1462. Alors, à voir que sous l'occupation ottomane, la langue albanaise manqua de disparaître du fait de l'interdiction des écoles en langue albanaise, sachant aussi que le pays proclama finalement son indépendance assez tardivement en 1912. Et il faut aussi rappeler donc la grande figure de l'indépendance de l'Albanie, donc Georges Kastrioti, qui est vécu au XVe siècle et qui est donc le plus connu sous le nom de Skanderbeg, donc ce surnom étant la transcription d'Iskander B, soit Prince Alexandre, étant donné qu'il était comparé au grand conquérant en référence à ses talents militaires, sachant qu'Iskander, c'est la version, on dira, perse puis turque du nom d'Alexandre. Alors, de nos jours, les Albanais aiment à se surnommer scriptar, donc là aussi désolé si je prononce mal, soit les fils de l'aigle, donc en référence à Skanderbeg, qui hissa le drapeau rouge à l'aigle bicéphale, qui est aujourd'hui bien sûr le drapeau de l'Albanie. Alors bien voir aussi, pour conclure sur ce sujet, qu'aujourd'hui le vocabulaire albanais est composé de 50 à 60% de mots empruntés au latin vulgaire, donc on est bien loin de l'idée d'une langue purement illyrienne. Et pour terminer, la langue officielle albanaise, donc actuelle, fut codifiée assez tardivement, au milieu du XIXe siècle, pendant la dictature communiste, à partir de différents dialectes, dont le Geg, parlé au nord, et surtout le Tosk, parlé au sud, sachant que le dictateur Enver Hoxha était lui-même d'origine Tosk. Finalement se pose la question de comment une langue qui n'existait pas dans l'Antiquité pourrait avoir donné l'ethnonyme illyrien, ou même comment une langue qui n'existait pas encore au Moyen-Âge a pu donner en droite ligne l'albanais. Alors voyons thème numéro 5, les aspects génétiques en Albanie. Donc au XIIe siècle avant notre ère, donc à l'âge du bronze, au début de la culture proto-celte de Hallstatt, les peuples dits illyriens, donc un peuple indo-européen, s'établirent sur les côtes nord et est de la mer Adriatique, donc depuis la Vénétie jusqu'à l'Épire. Et donc d'après des recherches paléogénétiques réalisées en 2018 sur les restes de 255 individus ayant vécu dans ces régions entre 1200 avant notre ère et 500 avant notre ère, les Illyriens en fait émergèrent de la fusion entre une population indo-européenne liée à la culture Yamna, donc parvenue dans les Balkans vers 2500 avant notre ère, et une population néolithique préexistante qui formait les cultures de l'âge du bronze dites proto-illyriennes. Et donc la génétique des Illyriens antiques prouve leur appartenance à la famille des Indo-Européens, quand bien même il existe un substrat non indo-européen, comme c'est aussi le cas pour les Grecs d'ailleurs. Mais de là à faire des Illyriens des Pélages, c'est quand même un petit peu tendancieux, sachant que le terme de Pélage, comme on l'a vu tout à l'heure, est tout à fait là aussi discutable. Donc finalement, en termes génétiques, les Albanais modernes descendent des populations des Balkans occidentaux de l'époque romaine, avec un mélange de groupes apparentés aux Slaves du Sud moderne. Alors, une large ascendance illyrienne datant de l'Antiquité est bien attestée, mais les Albanais modernes présentent aussi une ascendance slave, certes très variable selon les régions. Et donc, cette ascendance slave, on l'a vu aussi tout à l'heure, se retrouve dans la toponymie et la linguistique. Finalement, on est là aussi très loin d'une idée simpliste qui ferait des Albanais les descendants directs des Illyriens.
Alors voyons en thème numéro 6, le cas des Macédoniens. Alors une autre théorie en vogue fait des anciens Macédoniens des Illyriens. Ah oui, grande nouvelle. Alexandre le Grand n'était pas grec. Alors on peut rétorquer que les Macédoniens antiques sont bel et bien un peuple grec. Ils parlaient l'ancien macédonien, donc une langue proche du thessalien et de l'épirote, donc qui étaient eux-mêmes, on va dire, issus de la branche dorienne des langues helléniques. Ils vénéraient les divinités du panthéon grec et les héros grecs, et ils vivaient sous un régime monarchique qui présentait des points communs avec le régime des peuples voisins d'Épire ou de Thessalie. Alors certes, leur pays est organisé autour d'une aristocratie foncière dirigée par un roi, et non de cités indépendantes, ce qui expliquerait pourquoi les auteurs grecs de l'époque classique puissent les considérer comme des barbares, mais derrière tout ça, il y a évidemment de la propagande, en tout cas je parle de Démosthène, face à l'expansion du royaume de Macédoine sous Philippe. Puisqu'en fait, la plupart des historiens modernes, qui s'appuient donc sur des découvertes archéologiques assez récentes, donc des années 70 à nos jours, contestent une vision en fait trop athénocentrée, donc héritée en grande partie de Démosthène et de Thucydide, qui considèrent comme barbares tous les peuples vivant au nord et à l'ouest de Delphes. Donc en fait, selon une théorie largement dominante chez les historiens, la Macédoine fut peuplée à l'âge du bronze par une ethnie majoritairement grecque, mais qui certes coexistait avec un groupe minoritaire de thraco-illyriens, indigènes on dira, comme les Bothiens, les Édones, les Pierres et les Péoniens, dont les élites furent rapidement hellénisées. Alors il faut aussi rappeler qu'une légende rapportée par Hérodote fait descendre les rois argéades d'un dénommé Théménos, donc qui est un descendant d'Héraclès, originaire de la cité d'Argos, d'où provient donc le nom Argéade. Et donc le royaume de Macédoine aurait été fondé en 796 avant notre ère par le fils exilé de Théménos, donc appelé Caranos, et auquel est attribuée la fondation d'Égaïe, la première capitale de la Macédoine. Alors toutefois, il faut bien noter que Plutarque considère les Argéades comme les héritiers d'Argaïos, un roi macédonien. Et donc les 2 premiers siècles du royaume argéade restent largement méconnus, ce qui ne manque pas de donner des arguments aux tenants de la thèse illyrien. Mais il existe un consensus pour dire que les Macédoniens antiques sont bien un peuple hellénique, même s'il ne faut pas nier, il est vrai, l'apport des indigènes thraco-illyriens. Alors en conclusion, on peut dire que l'Albanie est un isolat et a su traverser les âges face aux Grecs, aux Romains, aux Slaves et aux Turcs, donc pour ça je leur rends hommage. Et bien noté, donc on l'a vu que leur langue ne ressemble pas aux autres langues indo-européennes et que sa société a conservé des structures claniques héritées de temps très anciens. Donc la religion majoritaire est l'islam, mais son héritage est plutôt symbolique, sachant que les Albanais ne sont pas spécialement connus pour être un peuple religieux. Alors, il est évident que le conflit avec la Serbie au sujet du Kosovo a favorisé la diffusion de ces thèses proto-chronistes, souvent radicales, parfois assez délirantes, car en fait, en tant que soi-disant descendants des Illyriens Pélages, il serait plus légitime que les Serbes dans cette région. Et cette historiographie assez fantaisiste est en fait poussée par les Américains qui ont fondé une université au Kosovo qui véhicule justement ces thèses proto-chronistes, et certains diront que c'est une manière de légitimer la création donc, du Kosovo, un 2e pays albanais en Europe, manière aussi de justifier sa création aux yeux des opinions publiques occidentales. Alors à voir aussi à rebours que pour les nationalistes et proto-chronistes serbes, leur peuple serait dans les Balkans avant les Albanais. Donc le problème aussi se trouve de l'autre côté. Et donc le proto-chronisme et l'autochtonisme vont donc de pair pour s'opposer à la science traditionnelle en se reposant sur un imaginaire collectif et une obsession identitaire. Alors pour terminer sur une note sympathique et montrer ma bonne volonté aux Albanais, je rendrai hommage aux personnalités albanaises ou d'origine albanaise, donc connues internationalement.
et bien voir que le pays a l'air plutôt sympa à visiter. Le tourisme est d'ailleurs en plein essor et ça peut être des bonnes idées pour des vacances pas chères. Et il paraît que les Albanais sont très accueillants, donc je terminerai sur cette petite note sympathique. Allons visiter tous l'Albanie. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt.